Bienvenue dans ce podcast de Groupe S. C'est un espace dédié à ceux qui tous les jours travaillent à leur compte parce qu'entreprendre, ce n'est pas seulement une histoire de chiffres et de résultats, c'est surtout une aventure humaine avec ses moments de doute, ses obstacles, mais surtout ses équilibres à trouver. Je suis Marie Guérin et j'ai l'honneur d'animer cette discussion. Aujourd'hui, nous avons comme invitée Laura De Smet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue et vous vous intéressez à la question de l'impact du travail indépendant sur la santé mentale. Et avec vous, nous allons développer une question cruciale. Comment trouver un équilibre de vie quand on est indépendant ? Oui, grande question. Et je suis très heureuse d'être là. Merci. Pour commencer, première question. Si vous deviez définir en une phrase ce que cela signifie d'être indépendant, que diriez-vous ? Alors, je dirais que c'est un choix de vie aussi professionnel qui apporte flexibilité, autonomie, créativité, mais aussi et surtout avec un grand sens de la responsabilité à tous les niveaux. Donc, je le résumerai comme ça. Top, très synthétique. Ouais. Okay. Et selon vous, quels sont les grands atouts, mais aussi les principales difficultés à être indépendant ? Oui. Alors, je pense qu'en atout, il y a justement cette question d'autonomie, la possibilité de choisir aussi son mode de vie, son temps de travail aussi dans certaines réalités. Alors, il y a différentes réalités aussi en tant qu'indépendant. On n'a pas tous la même activité, on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Il y a cette autonomie, cette flexibilité, la créativité, le côté multicasquette. On peut développer un tas de compétences aussi, parfois inattendues, et elles sont souvent bien nécessaires. Donc, il y a un développement aussi professionnel et personnel qui est intéressant. Ça, c'est pour les atouts. Après, pour les pièges, je pense que le plus grand piège, c'est de s'oublier dans la frénésie, dans l'exigence que demande aussi cette réalité professionnelle. S'oublier le fait qu'on ait aussi son propre filet de sécurité, dans le sens où tout va dépendre aussi bien souvent de nous, à différents niveaux. Et ça peut créer aussi une pression mentale, financière, de temps, d'agenda. Et ouais, je pense que ce sont les grands pièges, selon moi. Alors le stress financier, parlons-en, c'est quand même quelque chose qui souvent concentre beaucoup de stress et d'angoisse pour les indépendants. Quels sont les effets concrets que le stress financier peut avoir sur la psychologie des indépendants ? Mais quand on parle de stress financier, il y a déjà le mot stress dedans. Donc forcément, le stress, quand il est chronique, et c'est là que je pense que c'est super important, mais ça va créer une hypervigilance. Donc le fait d'être stressé pour un facteur financier, ça peut créer une inquiétude. Et donc le cerveau et le corps peuvent se mettre en état d'alerte et donc surréagir aussi à certaines situations. Alors quand c'est temporaire, ça va. Quand on a une vie et un train de vie qui nous permet de récupérer de ces effets de stress, si c'est ponctuel, ça c'est gérable. Il ne faut pas bannir le stress de nos vies non plus parce qu'il a un effet aussi booster. Il peut nous rendre créatifs et productifs quand c'est pour des périodes déterminées et à court terme. Là où c'est plus néfaste, c'est quand le stress financier va s'installer sur la durée. Durée, je parle de mois, voire des années. Ça a un effet d'épuisement sur le corps et sur le mental. Ça peut créer une fatigue mentale, émotionnelle, physique et avoir comme impact direct sur notre santé. Alors sur le sommeil, par exemple, parce que ça peut créer des inquiétudes. Ça peut aussi nous faire prendre des décisions qui peuvent nous mettre en danger. Ça peut nous faire nous oublier aussi. Pour garantir cette sécurité financière, on peut s'oublier. Alors que nous, on est les premières personnes aussi à garder en tête, c'est notre santé à nous. Parce que si on veut survivre et être productif, il faut pouvoir aussi être bien dans son corps et dans sa tête. Donc le stress financier, il a un impact à différents niveaux. Est-ce que vous avez déjà observé des mécanismes de protection que les indépendants mettent en place justement pour se protéger de ce stress ? Oui. Alors, pour moi, il y a deux types de mécanismes de protection. Il y a ceux qui peuvent être néfastes à long terme, qui ne sont pas forcément sains sur la durée. Et puis, il y a ceux qu'on développe, qui sont des vraies stratégies de coping qui, là, sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de récupérer. Si je parle des mécanismes de protection, ça va être, par exemple, l'hyperactivité. Se mettre justement, en raison de ce stress financier, à être très productif, extrêmement disponible pour les clients, pour les demandes, ne rien rater. Et donc, dans cet état d'hypervigilance, d'alerte, pour répondre et aussi avec un besoin de contrôle, justement, pour rester le plus productif, le plus rentable possible, professionnel possible. Ça, c'est une stratégie. Il y a aussi la stratégie du déni. On se dit qu'en fait, c'est temporaire, que c'est gérable, que je vais pouvoir continuer. Parce qu'il y a souci d'être professionnel, il y a parfois un sentiment de culpabilité aussi, à reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de ralentir.
Donc ça, c'est aussi une stratégie. Et puis, ça peut aussi conduire à un isolement, c'est-à-dire qu'on va s'isoler socialement, aussi à différents niveaux, pour être justement se concentrer sur sa vie professionnelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, quand on a vraiment ce stress et qu'on arrive dans ces cas de figure? Ouais. Ce qui est important, c'est déjà reconnaître. Et ça, je pense que c'est le plus difficile. Parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est comme si on conduit une voiture. En fait, on se dit, il y a un petit signal qui arrive qui dit, faut peut-être aller au garage, faire l'entretien ou remplir l'huile. On se dit, non, elle va encore tenir, j'ai pas le temps. Et puis, il y a plus en plus de signaux. Et au lieu d'aller au garage plus tôt, on a de plus en plus de problèmes. Et c'est ça aussi, ce mécanisme-là, c'est s'autoriser à accepter aussi de se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence ou d'aller prendre un rendez-vous au garage pour faire un check-up. Et ce check-up, ça passe par se connaître soi-même, ce qui n'est pas évident. Je pense que c'est le défi d'une vie. Mais aussi prendre conscience et entendre ce que l'entourage peut dire. Alors, en tant qu'indépendant, on n'a pas le même entourage professionnel qu'en tant que salarié. Ça change énormément. Mais c'est aussi s'entourer de personnes qui nous font du bien et entendre que si elles nous disent que là, on a changé, qu'on a un comportement différent, quand on rentre à la maison, on n'est plus le même. Souvent, on rapporte plus à la maison nos problèmes que dans le professionnel. C'est souvent là où on a besoin d'entendre et d'écouter. C'est souvent notre entourage qui remarque avant qu'il y a un changement dans notre santé mentale ou physique. Donc la reconnaissance, et puis après, il y a des choses intéressantes à mettre en place. Je pense qu'il faut commencer par les petites choses. Parce que le risque, c'est de vouloir tout changer. Je prends un coaching, je vais me mettre 5 séances de sport par semaine. Les grandes ambitions. Voilà, les grandes ambitions. Alors, elles sont chouettes. Mais le problème, c'est quand on se met de nouveau trop d'attentes, trop d'exigences, il y a un risque après qu'on se dise, en fait, je ne suis pas tenue à mes objectifs et donc on perd confiance en soi. C'est plus intéressant de commencer par les petits steps. Quel genre de petites choses on peut mettre en place? Alors, ça peut être d'organiser sa journée différemment. Ouais. Est-ce que je peux planifier ma journée différemment en blocs de tâches? Le multitâche, par exemple, ça épuise énormément le mental. Alors, c'est chouette parfois sur un petit temps, mais par exemple, je fais que l'administratif pendant cette plage horaire-là. Puis je fais, si j'ai une réalité où je dois être en réunion, je fais que les réunions à ce moment-là. Et d'essayer de avoir une réflexion sur son agenda. Et s'y tenir, ça demande beaucoup d'autodiscipline, mais c'est aussi intéressant de se dire que c'est pour soi qu'on le fait. Donc ça, l'agenda, regardez aussi tout ce qui est notification, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on est surstimulé aussi aujourd'hui. Et donc le téléphone et les notifications parfois qui ne sont pas intéressantes ou qu'on peut mettre en mode certaines plages horaires, par exemple en rentrant chez soi le soir. Ça peut être aussi chouette. Et puis les rituels de déconnexion pour bien décloisonner la vie privée, la vie professionnelle. Ça peut être, mon activité se termine ou prend un temps d'arrêt, le temps que je cherche les enfants à l'école, le temps d'une promenade, le moment où je me prends un café et je lis un livre que j'aime bien. Mais c'est aussi conscientiser ces moments-là. Ça, ce sont quelques trucs astuces, mais on est tous différents. Donc il faut tester aussi ce qui fonctionne sur nous. Alors, on va parler de l'équilibre vie privée et vie pro. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de se déconnecter quand on est indépendant? Parce qu'il y a aussi un côté où on est fort interrompu, sollicité par différents acteurs, en fonction de l'activité qu'on a, évidemment. Le fait qu'on doit se rendre disponible aussi, ou en tout cas, on a besoin d'une disponibilité aussi pour son activité, pour des clients, pour des demandes. Et donc cette déconnexion, elle est beaucoup plus difficile que pour un salarié, où forcément, on peut quitter le bureau, on va dire que l'activité continue, il y a du relais, il y a un collègue, si je ne suis pas là, peut-être un backup. Ce n'est pas la même chose. Il y a un patron aussi qui assure le reste. Donc, il y a cette réalité-là qu'on doit se dire, je suis aussi un acteur important et je dois être là et disponible. Donc, ça fait que la déconnexion est beaucoup plus compliquée, tant physiquement que mentalement. Parce qu'on se dit, il faut déconnecter, ouvre pas ton ordinateur ou ton téléphone, ou là, tu vas pas travailler, tu es là à la maison, mais elle est mentale aussi, cette déconnexion. Donc, c'est conscientiser que là, je déconnecte. Là, je n'ai pas le choix de me concentrer ou de m'octroyer un moment en famille, avec des proches, ou juste pour moi. Et ça passe aussi par cette conscientisation. Comment est-ce que concrètement un entrepreneur peut faire? Parce que je pense par exemple aux vacances, on connaît tous les entrepreneurs qui pendant les vacances travaillent quand même tous les jours, ils sont nombreux. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Quelles sont les choses qu'ils peuvent mettre en place, peut-être avec leurs clients ou leurs collaborateurs, pour pouvoir vraiment se dire, voilà, je me déconnecte? Est-ce qu'il y a des tips, des conseils qu'on peut leur donner? Ouais. Déjà faire ce choix de déconnecter avant. Et puis une fois qu'on a fait le choix, c'est aussi communiquer clairement ses disponibilités avec les clients. Si on fait le choix par nécessité de travailler quand même pendant les vacances, parce qu'il y a des personnes qui aiment ça aussi, cette flexibilité, essayer de garder, si on doit vraiment le faire, c'est de se dire, à ce moment-là, je m'octroie que ce temps-là, et pas plus.
idéalement, c'est intéressant de déconnecter pleinement sur une longue durée. Et quand c'est possible, c'est de l'anticiper, de prévoir avant, prévoir des backups, de bien annoncer quand est-ce qu'on revient, s'il y a une question vers qui on se tourne ou quel type d'urgence peut être disponible. Ouais, ce genre de choses. Et si on est le genre de personne à souffrir de FOMO, donc de peur de louper quelque chose, est-ce que vous pouvez expliquer quels sont les bienfaits psychologiques en fait de la déconnexion? En quoi est-ce que ça aide en fait le cerveau et le corps à se sentir bien, d'arriver vraiment à se déconnecter pendant une longue période? Oui. En fait, si on est en vacances et qu'on reste connecté, les difficultés, c'est que notre cerveau est toujours en état d'alerte, ce fameux état d'hypervigilance, parce qu'on a peur de rater un truc, parce qu'on dit on va manquer quelque chose, il y a peut-être un moment où je dois être vraiment là, où il n'y a que moi qui ai la réponse, etc. Et c'est de se dire que psychologiquement, le fait de faire des moments de qualité où je me rends pas disponible mentalement, mais ça permet de recharger le corps. Parce que quand on est en état d'alerte, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Il y a l'hormone du cortisol qui se produit. Et donc, le stress, c'est pas que dans la tête, c'est physiologique. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on dit oui, mais bon, tu stresses, tu sais, tu peux passer à autre chose, il suffit de te détendre, lâcher prise. Non, il y a vraiment une réaction du corps qui s'installe. Et cette réaction du corps, quand elle est permanente ou quand elle a des pics dans la journée, elle épuise les batteries, nos batteries mentales, émotionnelles. On peut être plus irritable, on peut être plus fatigué, même si on n'est pas au travail. C'est pas parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qu'on n'est pas inquiet. Le fait d'être anxieux et de ruminer, d'imaginer des scénarios catastrophes, par exemple. Le fait de boule de cristal qui nous prédit notre avenir, mais elle est dans notre tête, donc elle n'est pas toujours très intéressante à écouter. Mais ça a des effets néfastes aussi sur nos émotions et notre fatigue. Et en parlant d'effets néfastes, quels sont les risques liés au fait de ne pas avoir de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle? Ouais. Grand défi, et je crois qu'on l'a beaucoup vu aussi pendant le coronavirus où notre vie était à la maison et en fait il y a un tas de gens pour qui ça n'a pas été. C'est important de pouvoir cloisonner parce que le risque c'est d'être par exemple trop dans le professionnel et plus assez investi même pour sa vie privée, même pour soi-même, et donc de rapporter à la maison aussi cet aspect-là. Donc ça peut être au niveau émotionnel d'être moins disponible pour sa famille, pour soi-même, d'être plus irritable ou plus énervé et de ne pas avoir de limite aussi en soi sur quand est-ce que je m'arrête. C'est très compliqué en fait de rentrer chez soi et de se dire ok, je vais peut-être encore répondre à 1 ou 2 mails ou 1 ou 2 calls ou je vais encore faire une réunion à 19h. En fait, il n'y a aucun moment où notre cerveau est libre psychologiquement. Alors ça peut être exceptionnel, mais sur la durée, c'est vraiment pas intéressant pour le corps et l'esprit. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous conseillez? Ça va être justement ces rituels de déconnexion, de faire le choix avant de dire ok, vers telle heure je m'arrête et de s'y tenir. Il faut que ça matche aussi avec notre réalité organisationnelle, notre réalité de travail. De nouveau communiquer clairement, être clair si on a des collaborateurs, des clients, quand est-ce qu'on est disponible. Ça, je pense que c'est essentiel et c'est beaucoup d'autodiscipline. Si on travaille de la maison, de créer un aménagement, vraiment un espace de travail dédié à ça, à mon travail, bien fermer la porte même symboliquement ou ranger ses affaires symboliquement. Ça permet aussi de cloisonner et de ne pas voir l'ordinateur ou le téléphone pro si on en a un ou même la paperasse à vue d'œil nous rappeler qu'il y a quelque chose à faire. Donc symboliquement aussi, c'est intéressant de mettre en place des choses au niveau de l'espace de travail quand on a quelque chose à la maison. Oui, c'est assez clair, oui. Et puis c'est vrai que quand on voit les choses qui traînent, je veux dire, ça reste en fait dans la tête. Oui. Alors l'arrivée d'un enfant aussi, d'une vie de famille, ça peut aussi être un gros chamboulement pour l'équilibre d'un indépendant. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez aux indépendants qui viennent d'avoir un nouvel enfant ou leur premier enfant pour pouvoir réussir à trouver un nouvel équilibre dans leur vie professionnelle? Oui, bien souvent ça change les priorités. Ce qui est super important, je pense, et ça existe de plus en plus, c'est d'être préparé aussi à l'arrivée d'un enfant. Ça se prépare psychologiquement, mentalement. Il y a des professionnels qui existent aussi à ce niveau-là. Mais c'est aussi après de s'imaginer, d'accepter qu'il va y avoir ce changement, qu'il est peut-être temporaire, ça va évoluer, mais ça va demander un temps d'adaptation. Et accepter ça aussi et de pas peut-être se mettre que la vie va pas changer et que ça va rien changer au niveau professionnel. Ça va demander une petite adaptation, une revision des priorités en termes d'aménagement, d'horaire. C'est aussi demander de l'aide pendant cette période-là quand c'est nécessaire. C'est super important. C'est pas
parfois on associe demander de l'aide à de la vulnérabilité ou un aveu de faiblesse. Ça existe encore pour beaucoup. Moi, je pense que demander de l'aide, c'est une force. Parce qu'on augmente nos ressources, en fait. On dit qu'on a besoin d'être sollicité, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Et ça nous permet de nous sentir soutenus, d'augmenter notre soutien social et forcément d'avoir l'aide aussi requise. Donc, je pense que ça aussi, c'est important. Et ce qui est essentiel aussi, selon moi, c'est de voir on s'imagine aussi qu'on peut avoir le même niveau qu'avant au niveau professionnel et privé, mais il y a cette phase d'adaptation qui est nécessaire et d'accepter que peut-être on n'a pas le même niveau de disponibilité pendant un instant T, c'est temporaire et on va trouver nos marques. Donc il faut aussi être bienveillant envers soi-même à ce niveau-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de structures, que c'est facile de faire appel justement à de l'aide dans ces cas-là, en Belgique par exemple? Ça dépend à quel point on est renseigné. Ça dépend de quel type d'aide on a. Ça dépend aussi de notre sécurité financière. Mais il y a des aides qui existent, que ce soit via Groupe S, par exemple. Ici, il y a tout un service aussi d'aide, de plateforme, de mineurs qui existe. Et puis, il y a aussi des aides professionnelles à l'accompagnement à la parentalité. Ça, je ne savais pas du tout. Ouais. Les sages-femmes font ça aussi, le temps des postpartum. Il y a des doulas. En fait, il y a plein de choses qui existent, mais il faut pouvoir aller toquer aux bonnes portes. Et je pense qu'il y a un vrai problème d'information à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à demander l'aide d'un professionnel, même si c'est ponctuel. Est-ce que vous avez observé des stratégies efficaces que les indépendants peuvent mettre en place justement pour préserver leur santé mentale au quotidien? Oui. Le fait de pouvoir avoir une flexibilité de temps, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas aussi facile dans le monde salarial. Et donc, je pense que le mettre à profit, j'en vois des indépendants qui planifient des moments de sport ou de mouvement. J'ai envie d'appeler ça mouvement parce que rien que le fait d'être en mouvement, c'est intéressant au niveau du corps. Ça peut être de la marche dans leur journée de travail. Et de se dire que de le planifier aussi sérieusement et professionnellement qu'on le planifierait pour un client. On est aussi au service de soi. C'est-à-dire que c'est une stratégie entrepreneuriale que de prendre soin de soi. Je pense que c'est essentiel de se dire qu'on investit aussi en soi. Quand on prend soin de soi, c'est un peu comme je prends parfois la métaphore du paquet de cigarettes. En fait, nous, humains, on a beaucoup plus difficile à intégrer les effets long terme d'un comportement qu'on peut adapter. C'est-à-dire que, par exemple, la cigarette, on va se dire, voilà, je vais fumer, ça va me détendre, etc. Pourtant, sur le paquet, c'est bien indiqué maintenant qu'il y a des effets néfastes sur la santé, mais sur le coup, c'est l'effet à court terme qu'on va retenir. Mais c'est pareil quand on met des habitudes dans la santé mentale. C'est intéressant de regarder ce qui va se passer si je prends cette habitude à long terme pour moi, comme le mouvement, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Les autres habitudes, donc c'est tout ce qui est notification, cloisonnement. Moi, je trouve vachement intéressant d'essayer de travailler en monotâche conscientisée. C'est-à-dire, OK, là, je travaille sur un type de tâche qui est de la rédaction ou quelque chose de très créatif. On est difficilement créatif quand on fait du multitâche. Donc ça aussi. Et puis tout ce qui est basique de la santé, vigilance à l'hygiène du sommeil. Oui. Comment est mon sommeil ? Le sommeil, c'est un de nos premiers indicateurs en termes de santé mentale. Très vite, quand on est préoccupé, on se réveille la nuit, en fonction de chacun. Et c'est un signe qu'on est préoccupé. Et quand ça arrive pendant des mois, on a tendance à banaliser parfois ou à ne pas prendre les choses au sérieux. Et le sommeil, ça a un impact énorme sur nos émotions, sur notre créativité, on a plus de risques d'erreur quand on est fatigué. Le sommeil et le mouvement, l'alimentation, pour moi, c'est des grands piliers en termes de santé mentale. Et je pense que c'est des choses qui sont accessibles en termes de petites habitudes à réfléchir et à mettre en place. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour le sommeil parce que c'est plus clair pour bouger l'alimentation. Mais justement, quand on a des pensées, qu'on se réveille, ça peut être, ça peut être une idée géniale, mais ça peut être aussi des soucis, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour vaincre un petit peu ces moments-là? Alors, il y a toute la préparation au sommeil qui est importante pour rentrer dans un sommeil profond et dans détente, en se détendant. Donc, c'est un peu basique, mais je vais le répéter, d'éviter les écrans. C'est basique et pourtant, on le fait c'est tellement nécessaire. C'est vraiment un piège. Ouais. Mais d'éviter les écrans, j'ai entendu un jour une conférencière qui disait que le fait de regarder ces écrans le soir nous fait perdre 1 heure à 2 heures de qualité de sommeil. Oh, wow. Donc, je ne sais plus les chiffres exacts, mais ça m'a interpellée symboliquement. Je me dis, en fait, je regarde les écrans, mais je perds en qualité de sommeil. Donc, je dors pour rien.
J'ai trouvé ça un peu de l'arnaque. Donc, ça m'a conscientisée aussi à me dire, OK, j'arrête les écrans, moi, perso. Donc, ça va être de faire avant le sommeil des activités qui nous mettent dans un état de détente. D'accord. En ritualisant aussi, comme les enfants, ça marche aussi chez nous. En ayant, par exemple, les mêmes gestes. Voilà, sécurité, je vais regarder que tout est OK pour demain. Et puis, hygiène, je vais me préparer, faire ma toilette, etc., mes soins si j'en ai. Et puis, je vais me mettre au lit et je vais faire une activité qui me ressource. Ça peut être de l'écriture, et écrire un peu nos pensées, justement, ce qui nous inquiète, ce qu'on doit faire pour demain. Comme ça, c'est noté et c'est terminé. Ça peut être aussi, il y a des personnes qui font beaucoup tout ce qui est respiration, relaxation ou écouter un podcast. C'est aussi une détente parce qu'il n'y a pas d'écran. La lecture, peut-être. La lecture, exactement. La lecture aide beaucoup. Et faire les activités à ce moment-là. Et si on se réveille dans la nuit, c'est d'éviter de prendre le téléphone. Ça, c'est mort si on prend le téléphone. Ça réactive des hormones comme l'adrénaline et ça empêche la sécrétion de la mélatonine qu'on a besoin pour s'endormir. Donc avoir le réflexe de noter peut-être ce qui nous préoccupe, comme ça sort de l'esprit. Et par exemple de prendre un livre ou d'écouter un audio, ça ce sont des choses qu'on peut facilement mettre en place. D'accord. Quelle est selon vous la question que les indépendants ne se posent pas assez souvent et qui pourtant les aiderait énormément? Oui. Moi, ce qui me parle, c'est la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour être le plus performant et pour mieux fonctionner. Je pense qu'on a tendance à oublier qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Et on peut se perdre dans des tâches qui sont énergivores et perdre les activités dans notre professionnel. Parce que souvent, en tant qu'indépendant, on peut être passionné. Et ça c'est génial. Et on peut se perdre aussi là-dedans. Et donc, aussi regarder qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans mon quotidien, que ce soit privé, professionnel, et garder un focus là-dessus. Et ouais, qu'est-ce que j'ai besoin pour fonctionner. Et ça pourrait être quoi, par exemple? Alors, ça pourrait être à différents niveaux. Par exemple, si je prends moi dans mon travail, il y a des choses qui me prennent l'énergie, c'est l'administratif. Et ça peut être la même chose au niveau des indépendants. Si je me perds là-dedans et que je fais beaucoup d'administratif et que j'ai pas dans ma journée des activités ou dans ma semaine des activités créatives, contact client, qui vont me donner de l'énergie, il faut trouver un équilibre là-dedans. On peut voir ça comme une balance. Dans le quotidien, dans notre vie professionnelle, il y a ce qui nous prend de l'énergie, ça va être les exigences, les contraintes, et il y en a toujours. Et puis nos ressources, ça va être nos ressources internes, comment on fonctionne, notre tempérament, notre organisation, notre connaissance de soi, notre personnalité. Et les ressources externes, professionnelles, privées, mon environnement de travail, là où je vis. Et quand il y a un déséquilibre là-dedans, ça peut créer une tension. Si ça pèse trop du côté des exigences, finalement, on a un déséquilibre aussi parce qu'on n'a plus assez de ressources pour nous donner l'énergie suffisante. Cet exercice de balance, on peut le faire très concrètement. Noter sur la balance, qu'est-ce qui me prend l'énergie en ce moment et quelles sont mes ressources. Est-ce que je peux diminuer des choses dans la balance du côté contrainte, exigence, et qu'est-ce que je peux augmenter en ressources. Okay. Et si vous aviez un mantra, une phrase qu'on peut se reformuler pour aider les indépendants? Ouais, je dirais assez basique aussi, mais prendre soin de soi, c'est prendre soin de son activité. Je pense que c'est assez résumé. C'est aussi se faire l'idée que c'est essentiel. C'est pas un luxe, en fait. La santé mentale ou la santé physique, c'est la base. Et une fois qu'on l'a accepté, on peut l'intégrer dans un mindset. Ça doit faire partie du business plan. Voilà, exactement. Le développement, on est notre activité finalement. Ouais. Donc plus on est bien aussi dans son corps et dans son esprit, mieux on va fonctionner et mieux notre activité se portera. Alors, merci beaucoup Laura pour vos éclairages super instructifs et vos bons conseils. Avec plaisir. Vous nous exprimez qu'en fait, le bien-être se construit tous les jours et qu'il est important en fait de prendre soin de soi et aussi de poser des limites. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a inspiré. C'est un podcast qui est proposé par le groupe S et donc qui s'adresse aux indépendants qui veulent en fait construire et prendre soin de leur santé, de leur bien-être mental. Donc merci de nous écouter et à la prochaine pour un prochain épisode.